Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cette Malte Academy. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si on m'entend bien et si on me voit bien? Et du coup, de même pour Guillaume et Georgie, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Super. Donc, enchantée, je suis Alexandra. Je travaille dans l'équipe Community chez Malte et du coup, je suis en charge de l'accompagnement et l'animation freelance. Et j'aide aussi à la coordination des Malte Academy. Désolée, les allergies. Donc, aujourd'hui, ce sera Guillaume Lours et Georgie Boudkic, désolée pour ça, software engineer Docker, qui vont vous faire découvrir les Docker Dev environnement. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, ce que je vous propose, c'est de vous faire une rapide introduction de Malte et de revenir un petit peu sur les Malte Academy et leur fonctionnement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, les Malte Academy sont proposées par Malte pour permettre à la communauté freelance d'avoir un rapide accès à des formations, à des talks, pouvoir se former sur différents sujets. Et c'est présenté soit par des freelances, soit par des intervenants externes. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. Donc, nous avons la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelance en Europe. On est à plus de 320 000 freelances maintenant et on est présent en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Et on travaille aussi avec plus de 90 000 clients, je crois, donc 80% du CAC 40, bref. Mais aussi avec des PME, des TPE, des startups. Donc voilà, si vous êtes freelance, vous pouvez trouver de nouvelles opportunités grâce à Malte et vous épanouir, on l'espère, grâce à notre communauté et nos différents partenariats. Voilà pour cette petite présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Guillaume et Georgie. N'hésitez pas à poser vos questions pendant cette conférence dans l'onglet questions qui est en bas à droite, juste à côté du chat. Et ils feront un temps de réponse à la fin de leur présentation. Et vous pouvez aussi interagir au cours de la session dans l'onglet chat. Voilà, bonne Malte Academy à tous et à toutes. Et je vous laisse le micro. Eh bien, bonjour tout le monde. Que je passe ça en plein écran, ça sera mieux. Aujourd'hui, on va vous parler d'une fonctionnalité qu'on a développée au cours de l'année dernière chez Docker, qui va vous permettre d'expérimenter une nouvelle façon de développer, on va dire. Qui sommes-nous? Vas-y, Georgie, commence, je t'en prie. Oui, merci. Alors, bonjour tout le monde. Donc, Georgie Lukic, vous pouvez m'appeler aussi Georges si c'est plus simple pour vous. Donc, je suis ingénieur chez Docker depuis un peu plus de 3 ans, je crois. Et oui, comme l'ours a dit, j'ai bossé avec lui sur les dev environnements. J'y suis plus parce que j'ai décidé d'aller dans les couches basses. Donc, maintenant, je suis plutôt dans la CLI et dans l'engine, parce qu'on appelle l'engine, qui est le démon derrière qui lance vos conteneurs. Et donc, moi, je suis Guillaume Lours, pareil que Georgie. Je suis arrivé peu de temps après lui, en fait, chez Docker. Je travaille donc sur les dev environment toujours. Et je bosse aussi également sur Compose, Docker Compose, voilà, qui est un des outils sous-jacents utilisés par les dev environment, notamment. Donc, si on va commencer par vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a lancé cette nouvelle fonctionnalité, dans quel objectif? Donc, on a identifié notamment nos product managers et tout ça après certaines études de marché qu'il y avait quelques points qui étaient un peu gênants lorsqu'on voulait améliorer la boucle de feedback des développeurs, c'est-à-dire en fait leur donner un retour très rapide sur ce qu'ils sont en train de faire, leur développement en cours et tout ça. Certaines personnes avaient encore un peu de mal avec Git et pouvaient, notamment dans des cas un peu complexes où on leur demande de, je sais pas, switcher pour vérifier, switcher de branche pour vérifier le code de collègues et tout ça, alors qu'ils sont du travail en cours. Il y a toute une partie un peu ennuyeuse et embêtante des fois avec Git. Et puis, comment est-ce qu'on intègre rapidement quelqu'un dans une équipe de dev avec un projet en cours de la manière la plus simple possible. Donc, si on commence par Git,
Si, imaginez, vous travaillez sur un énorme monorepo, vous êtes plusieurs à bosser dessus, vous travaillez sur une nouvelle feature, tout va bien, et d'un seul coup, review super importante à faire. Vous stashez votre code ou faire un commit temporaire pour pouvoir récupérer la branche de votre collègue et tout ça. Et en fait, si on arrivait à isoler mon environnement de travail à moi avec celui de mes collègues, est-ce que ça pourrait pas me faciliter un peu la vie, quoi. La review dans le browser, c'est bien, mais des fois un peu limité quand même. Donc, et puis de toute façon, il faut généralement tester. Donc voilà. Puis dans certains cas, on travaille sur plusieurs projets avec plein de collaborateurs différents et on n'arrête pas de switcher et de projets et de branches et tout ça. Donc, Georges, si c'est toi qui m'envoies des notifications, dis-moi parce que je ne peux pas voir là. Je ne fais rien, je t'écoute et je lis le chat. Ok, parfait. J'entends des bruits de notification. Donc, excusez-moi, j'entends des bruits de notification et je me demandais s'il n'y avait pas un problème. C'est le chat, c'est les gens qui disent bonjour. Ok, d'accord. Bon, bah, je ne m'y inquiète plus alors pour ce petit bruit. Parfait. Côté IDE, ce qu'il faut voir, c'est que Git, c'est génial. Ça nous permet de gérer notre code, d'avoir du versionning et tout ça. Mais une application, ce n'est pas juste le code. C'est un peu plus que ça. C'est une façon de déployer, des variables d'environnement. Bref, tout un petit écosystème, même local, qui fait qu'une application va se comporter d'une manière, potentiellement d'une manière différente entre comment dire, entre votre machine et par exemple la machine de votre collègue. Vous n'avez pas le même type de processeur, par exemple, des choses qui arrivent très rarement. Hein. Merci Mac M1. Vous êtes sous Mac, ils sont sous Windows ou Linux. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent différer. Comment est-ce qu'on peut essayer de s'abstraire de ces problématiques? Évidemment, on a besoin de dépendances. Quand vous check-outez votre projet, bah, vos dépendances ne sont pas là, donc il faut tout réinstaller, tout ça. Quand votre projet est en local et que vous travaillez sur, par exemple, plusieurs codes sources en même temps et que, bah, je ne sais pas, il y a une mauvaise configuration, ce genre de truc, vous faites une mise à jour de vos dépendances et hop, ça marche bien sur le nouveau projet, mais vous, sur ce que vous étiez en train de bosser, bah, ça ne marche plus du tout et la dépendance, elle a écrasé votre ancienne dépendance et tout ça. Donc, comment est-ce qu'on arrive à isoler tout ça et avoir un contexte d'application qui est cohérent et reproductible? Sur le côté consistance, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer le fait que quelqu'un qui arrive dans une équipe projet puisse démarrer le projet super rapidement sans avoir rien à installer de particulier, hormis avoir Git, Docker, Desktop et puis ma foi, puis VS Code par exemple, hein, voilà un IDE. Comment faire qu'on arrive à rester synchronisé entre les gens de l'équipe et on veut que ça soit juste répétable, quoi. Voilà. Inclure quelqu'un de nouveau dans l'équipe, il faut que l'expérience soit la même pour tous, en fait. Donc pour ça, on a travaillé sur un outil qui s'appelle les Docker Dev Environment. Donc en fait, c'est une nouvelle façon de travailler en tant qu'équipe de développement. Qu'on a décidé d'être local first. Vous pourrez vous dire peut-être à la fin que ça ressemble à des choses que vous connaissez déjà. On pourra en discuter, on prend toutes les questions sur le sujet. Je vais les annoncer tout de suite avant que vous me le disiez. Les outils comme Gitpod, comme Codespaces, comme JetBrains Gateway et tout ça. Donc nous, l'idée est également d'être agnostique de l'IDE et du provider Git. Que vous hébergiez votre source code chez GitLab, GitHub, on-prem chez vous, enfin, peu importe. Ça doit fonctionner. Les IDE, l'idée d'avoir un support le plus massif possible. Comme on a dit, on veut aller au-delà que juste le code pour pouvoir reproduire une expérience complète. Bon, comme
comme c'est un produit Docker, il faut, comme d'habitude, ça soit automagique, hein, c'est-à-dire en quelques clics, sans rien faire, que ça fonctionne pour vous. Vous puissiez partager votre dev avec votre équipe super facilement et que ça soit en fait aussi simple que de faire un compose up pour démarrer un environnement de développement. Commençons juste par une démo, si ça vous va. Donc, alors, c'est parti. Donc, quand vous arrivez sur la nouvelle home, qui est là depuis une semaine de Docker Desktop, vous voyez qu'on a voilà, des nouvelles images que vous pouvez lancer rapidement, mais vous avez un onglet Dev Environment. Cet onglet Dev Environment va vous permettre de créer un environnement de développement. Et nous, on ne va pas se compliquer la vie, on va utiliser les exemples qui sont fournis par défaut, qui se trouvent en bas. Voilà, donc, je clique. Ça va m'ouvrir une pop-up sur laquelle on m'explique un peu à quoi servent les Dev Environment. Je vais cliquer dessus. Et en fait, vous voyez, ce lien ne fait que pré-remplir ce que vous pourriez faire vous-même, à savoir une URL d'un repo Git, d'un projet existant, et ça va me permettre de lancer ce repo. Ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, pendant que ça lance la dernière, je vais vous présenter le... Hop, c'est le single dev. Pendant ce temps-là, ce qui est en train de se passer derrière, perdu. Bon, je reviendrai après. Ce qui s'est passé derrière, c'est plus important, c'est ça. Ce qui s'est passé derrière, c'est que on a récupéré le code source depuis le repo Git. On a mis ça à l'intérieur d'un volume. On a détecté quel était le langage principal de comment dire, de ce repo, de ce code source. Et on a utilisé l'une des images de base qu'on fournit pour démarrer votre environnement. Et donc, vous arrivez avec quelque chose comme ceci qui vous dit que votre environnement de développement, il est prêt, vous pouvez l'utiliser. Donc, on peut ouvrir VS Code directement ici, ou on pourra l'ouvrir après, voilà, par ici. Donc là, ça vous dit, ça a démarré un environnement de dev. Je clique sur VS Code qui, évidemment, n'est pas arrivé au bon endroit. Pendant ce temps-là, VS Code installe les remote extensions sur lesquels on va se baser. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas m'ouvrir mon terminal? Voilà. Va ouvrir et installer toute la partie remote extension, les dev conteneurs. Et donc, je me retrouve avec mon code qui est accessible voilà, à l'intérieur de... Zoom un peu. Oui, ce que je vais faire, j'étais en train de m'apercevoir que c'était un petit peu petit tout ça. Donc voilà. Donc, j'arrive ici. Qu'est-ce que je fais moi d'habitude quand je commence à travailler? Je fais un switch, mais je crois qu'on a une version un peu trop vieille de Git intégrée. Donc je fais un checkout, je vais créer une branche, Malte. Ah, ça m'a créé ma branche, tout va bien. Et tout est installé. Bon voilà, donc j'ai tout là. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'intérieur, donc là je suis en train de développer à partir d'un conteneur. Donc, j'ai un conteneur qui a été démarré, vous voyez, ici, là, on voit son petit nom. Ça, c'est le nom du volume. Et tout mon code se trouve à l'intérieur. Mais ce qui est beau, c'est qu'il a détecté que j'avais du Go. Donc, pardon, excusez-moi, il faut que je retire mes moufles. On voit que j'ai une version de Go qui est installée. Ce n'est pas la plus récente, mais j'ai une version de Go d'installer. J'ai également... si je ne me trompe pas, Docker qui est tout simplement disponible à l'intérieur de ce conteneur. Et je dois même pouvoir faire ça doit être une version 1 qui est embarquée. Non, j'ai pas Docker Compose. Bon, perdu. Mais j'ai déjà Docker
J'ai tout mon environnement Go qui est prêt. Et surtout, si je fais ça, chose importante, si je demande à voir ma config Git, eh ben, vous voyez que ça a récupéré ma config locale, en fait. Donc, à l'intérieur de ce conteneur, on a accès à la config Git locale qui va me permettre, moi, de committer, pusher mon code comme si j'étais en local, mais à partir de ce conteneur. Donc, bon, c'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne? Pour ceux qui ne savent pas de Go, juste lancer là. Donc, Go run main Go, ça va me lancer mon fichier principal. Et donc, ça va faire des petits trucs. Donc, il me propose de l'ouvrir dans le browser. Je ne vais pas l'ouvrir dans le browser parce que ce n'est pas mon browser par défaut. Localhost sur le port 8080. J'ai un PG admin qui tourne. Super. Alors, excusez-moi, je pense que j'ai eu un petit effet démo parce que là, sur le port 8080, j'ai bien ce que je souhaite voir, mais sur l'autre port 8080, j'avais un PG admin qui traînait. Rien à voir. Donc, revenons sous Chrome, là, voilà. Non, son deck. Je pense qu'il me... Bon, c'est pas grave. Je pense qu'il a caché et il faut que tu fasses Ouais. command shift R. Non, il veut pas. Bon, peu importe, c'est pas grave, je le laisserai. Je le laisserai aller sur l'autre. Bon, ok, allez, j'ai tout envoyé balader. C'est pas grave. Donc, ce qui va nous intéresser là, c'est Hello, c'est de voir comment ça se passe quand je développe, comme d'habitude, quoi. Donc, j'arrête mon projet, je fais un Go, mais donc là, vous avez vu, hein, j'ai rajouté dans le fichier Go, tout simplement un Hello Malt à la place de juste Hello from Docker. Sauvegarde-le. Ah, alors c'est vrai, voilà, moi je suis un habitué des outils de IntelliJ, enfin de JetBrains, et du coup voilà. Et Georges est toujours là. Et tu fais la même chose à chaque fois en plus, ça c'est. Ouais, mais alors ce qui est, mais oui, mais alors, vous savez pourquoi ça n'a pas fonctionné là, sur le coup? C'est que j'ai buildé avant d'avoir sauvegardé, donc forcément. T'as même pas sauvegardé, hein? Mais si. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime pas cette idée. Voilà. Voilà. Allez, on réouvre. Et voilà, donc on a bien le malt qui apparaît là, pas de souci, et tout va bien. Donc là, c'est plutôt sympa ce que j'ai réussi à faire. Ce que je voudrais, c'est que donc j'ai un git status là juste pour vous montrer. Vous voyez que mon fichier là, il a été modifié, je ne l'ai pas commité. Je vais le laisser dans cet état-là, je pense. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le partager avec Georgie. Donc, je vais cliquer sur Share, là. Je vais utiliser mon compte sur le Docker Hub. Donc, ça, c'est mon compte sur le Docker Hub. Je vais créer une image devenv. Je note, hein, Georgie. Vous voyez. Devenv Malt. Sans rien. C'est bien, sans tag, allez. Si je te l'envoie dans le chat des modérateurs. Hop. Là, ce qui est en train de se passer derrière, c'est que on récupère le code source qui est à l'intérieur du volume, on le monte, on stoppe l'image courante, on copie ce code source à l'intérieur d'un conteneur qu'on est en train de faire. Et ce conteneur, on va en faire avec Docker Copy, nouvelle image, et on va pousser cette nouvelle image sur le hub. Ce que je viens de faire là. Ferme pas. Oui, on met ce lien-là. Ouais, j'ai vu que c'était pas le bon. Oui. Oui, en fait, voilà ce qui s'est passé. Comme il n'a pas mis de tag, nous, on crée un nouveau tag. J'ai pas mis de tag, on génère un tag automatiquement. Ouais. Et voilà. Donc, je viens de partager ce que j'étais en train de faire avec Georges. Et donc, si j'arrête mon partage d'écran, je ne sais pas où d'ailleurs. Voilà. Et Georges, tu as bien tout reçu.
Alors, je préfère vous prévenir à l'avance, il risque de se passer ça va peut-être pas marcher comme on l'espère, pour une raison particulière. Je veux juste voir si Non, ça va. ça marche comme on s'attend ou pas. Ça va fonctionner, ça va fonctionner, ça va. Alors, ça va être lent. Donc moi, ça va être lent et on va vous expliquer pourquoi c'est lent. Ouais. Donc, j'ai la même version de desktop que l'ours. Ce que je peux faire maintenant, donc je veux créer un environnement, mais cette fois-ci, je ne veux pas créer un nouvel environnement, mais je veux créer un environnement à partir d'un environnement existant. Et donc ici, vous voyez bien, il s'attend à une image. Et donc je vais coller le tag. Alors je ne pense pas que tu m'as donné le tag entier. On va voir. Si je fais continue. Ah si, ok. Ça marche très bien. Donc là, il se rend compte en fait que c'est un environnement qui est stocké sur le hub, donc pas besoin de faire un guide clone ou tout ce qu'il a fait l'ours avant. Il va pooler l'image, il va du coup après créer un conteneur dans lequel vous allez pouvoir vous après aller et coder. Ça va être un peu lent. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ours il a un Mac M1 et moi je suis toujours sur un Mac Intel. Donc là, on va faire de l'émulation via QEMU. On va faire de l'émulation et puis en plus avec le partage, d'écran, et j'ai activé quelques options expérimentales sur mon desktop. Donc il doit y avoir, je pense que là en ce moment j'utilise 300-400% de mon CPU. Mais bon, on va attendre juste un peu. Qu'il finisse. Heureusement pour la suite, j'ai préparé, donc j'ai des choses dans le cache. Est-ce que tu veux pas que pendant ce là que je montre par exemple le volume, ce qu'il y avait dedans? Tu as prévu de le faire après? Je peux aussi le. Mais tu l'as pas encore, toi, tu n'as pas le volume. Moi, je peux montrer le volume de départ. Vas-y. Vas-y. Je reprends la main. Ouais. 30 secondes. Hop. Donc, vous avez vu là, j'ai mon conteneur s'appelle Heuristic TU. Si je vais dans la partie volume ici, on va retrouver. Alors, il est caché où? J'aurais dû faire le ménage dans mes volumes. Et ici, ils n'ont pas le même nom. J'ai deux volumes qui ont été créés. J'en ai un qui a été créé qui s'appelle Single Devenv. VS Code, serveur Single Devenv, qui en fait contient tout ce qui est spécifique à VS Code. Ce qui fait que quand vous partagez pas cette partie-là, qui est de toute façon propriétaire à Microsoft, donc on n'aurait pas le droit de vous partager. Mais vous allez juste partager votre contenu et ce qui est à vous. Et ça se trouve à l'intérieur de ce volume. Vous voyez, il est utilisé par le conteneur Heuristic TU. Alors, le nom, il a changé parce que comme j'ai fait un share, on a stoppé le conteneur et redémarré à nouveau. Voilà l'explication. Et à l'intérieur, vous pouvez voir les données, les données et l'intégralité de ce qui était disponible, de ce qu'on a vu dans l'IDE, tout simplement. Donc, au travers de la vue des volumes, vous allez pouvoir vérifier ce que vous avez, quand est-ce que ça a été modifié. On voit bien que le fichier main.go, il a été modifié après la création de tout le reste. Pareil, il y a des choses qui ont bougé, évidemment, dans la partie guide, puisqu'il a détecté les modifications côté main.go, quoi. Voilà. C'était juste une petite aparté pour vous montrer. Et ça n'a toujours pas fini de pouler de ton côté? Et moi, je suis encore en train de pouler. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en attendant que ça poule, il y a Toto la Redoute qui a posé une question. Alors, ce n'est pas du tout une question con. La question, c'est est-ce que c'est pas ce que Gitpod permet, qui peut créer un environnement de développement côté serveur en quelques secondes et les répliquer chez les autres? Alors, c'est à peu près ça, sauf que, à une différence près, c'est que chez nous, ce qu'on fait, c'est pas sur le cloud. Et aussi, en même temps, parce que je sais pas pour vous, mais moi, j'ai un Mac, ok, il est non, pas système préférence, de 2018 avec un Core i9 avec 32 Go de RAM. Pourquoi pas utiliser cette machine-là plutôt qu'une machine à 2 CPU et 4 GB. Tu veux pas payer des ressources, tu veux pas payer des ressources en plus pour un cloud provider? C'est un peu la différence. Alors, je sais, je crois que Gitpod, ils avaient des trucs en expérimental pour faire aussi tourner en local. Je sais pas où ils en sont. Mais enfin, en vrai, oui, c'est à peu près comme Gitpod ou Code Spaces, sauf que nous, tout se passe sur ta machine.
En local, voilà, ça permet d'adresser des problématiques dans des contextes où on n'a pas possibilité de facilement utiliser un nouveau cloud provider tel que Gitpod ou par exemple on a des contraintes de restrictions sur l'usage et les accès à Internet. Et du coup, là, vous pouvez imaginer que toutes ces base images et tout votre code soit dans votre registry d'entreprise et du coup travailler avec ça plutôt qu'avec et sans nécessiter un accès externe, voilà, en fait, Voilà. tout simplement. Ou tout simplement, tu es dans un train, Gitpod, voilà quoi. Ouais. Ça y est, j'ai réussi. Ok, je vais faire continuer. Donc, juste pour montrer, oui, en fait, si vous voyez là, le petit warning qui dit attention, c'est une image ARM. Et pour moi, c'est un peu parce que desktop, on est trop sympa avec vous. Même si vous essayez de lancer une image qui n'est pas du tout sur votre plateforme, on va essayer de l'exécuter. Alors, ça fonctionne, mais vous allez voir, c'est quand même assez long. Mais bon, ça permet quand même de faire des choses. Et effectivement, moi, je peux cliquer sur ouvrir dans VS Code. Alors, ah oui, il y a des problèmes. Vous ne voyez pas tout mon écran. Je vais devoir... Ouais, c'est bon, là. Là, comme ça, c'est bien? Ouais, c'est bon, là, ouais. Ouais, ok. Donc là, ça va être un peu long, même pour installer la partie serveur de VS Code. Oui, parce que tout passe par QEMU. On émule le CPU ARM sur mon AMD. Donc, je vais pas le lancer comme Guillaume a fait tout à l'heure. Je vais juste vous montrer quelques points importants. Et aussi, après, je pense qu'à un moment, il va falloir aussi que nous, on gère ça et qu'on fasse quand on partage, qu'on crée des images multiplateformes s'il y a vraiment un grand besoin. Bientôt, je vais avoir un M1, donc je ne vais plus avoir besoin. Mais... Je vois qu'il y a des questions, je vais en profiter pour répondre. Alors, il y avait une question qui demandait si Go était installé sur la machine ou s'il était embarqué dans l'environnement Docker. Il est embarqué dans l'environnement. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est que tout l'écosystème est à l'intérieur du conteneur. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une version de Go installée sur votre machine et vous pouvez du coup utiliser la version de Go qui vous sied le mieux d'ailleurs. C'est assez facile de créer une image de base avec une nouvelle version de Go. Oui, d'ailleurs, ça, je vais vous montrer. Par exemple, ici, là, je suis sur mon Mac. J'ai Go parce que je travaille, je fais du Go. Chez Docker, quoi. On fait quand même un peu de Go. J'ai la version 1.18 et une fois qu'il aura daigné installé, il l'ouvre a priori. Oui. Est-ce que j'ai le terminal quand même? Voilà, si tu as le terminal, c'est pas mal. Il y avait une deuxième question. Les soucis de latence dans le pool du conteneur que tu as eu, est-ce que c'est lié aux performances de la machine processeur ou à autre chose? Non, le souci, je vais vous montrer. Le souci... Voilà, 345% de CPU. Depuis ce matin, j'ai des problèmes. Enfin, depuis une semaine, j'ai quelques problèmes. Je pense que j'ai dû trop activer de choses expérimentales qui font que la machine virtuelle de mon desktop, souvent, elle est dans les choux. Et en plus, ici, il fait chaud. Au moment qui souffle beaucoup. Enfin, bref. Et puis là, la batterie... Ah non, vous voyez pas. La batterie de mon Mac, elle est morte. Enfin, ce Mac, il est en train de mourir. Voilà pourquoi. Et la bonne question de Didier qui est, vous n'auriez pas pu émuler la MD64 sur l'ARM? Oui, mais c'est pas comme ça qu'on avait prévu de faire notre scénario, en fait. Expliquer Didier. On aurait dû faire ça. Mais on va le changer pour la prochaine fois. C'est une très bonne remarque. On note. Parce qu'en effet, la machine ARM va avoir plus de puissance de calcul et va permettre d'émuler un peu plus facilement les jeux d'instruction AMD. Donc voilà. Ouais, il veut pas. Mais tu sais quoi, Georges? Je veux pas, oui, je veux juste voir, est-ce que je peux ouvrir au moins le main.go pour... Ouais, j'ai l'impression que tout est bas à 2 à l'heure. Non, ouais, bon, je pense qu'on va... Ce que tu peux faire, c'est laisse-le. Ah, voilà, ça y est. Voilà. C'est ouvert. Tout est arrivé. Oui, oh là là. Ok. Vite, et puis après, on va tuer ce conteneur. On est bien sur la branche Malte de Guillaume. Et si je fais un git status... Oh la vache.
Ah, mais avec 300% de CPU utilisés par ailleurs, c'est compliqué. Ouais. Si je fais mon guide status, normalement, on est censé voir que main.go il a changé. Et effectivement, ici, on peut voir les changements que Guillaume a fait. Une dernière chose, si je fais un git config -l pipe grep user, c'est mon user maintenant, c'est pas l'utilisateur de Guillaume. Donc quand on partage ça me rassure quand même. Hein. Voilà, quand on partage un environnement, on partage pas vos clés publiques privées de SSH, on les laisse chez vous. Donc là, ici, moi, si je voulais committer avec Git, bah, ça serait avec mes clés à moi. Ouais. User, c'est bien. Voilà. Et on va arrêter le carnage. Je vais arrêter cet environnement. Donc, on a une deuxième démo que j'aimerais vous montrer, que je bouge un peu. Voilà, donc, dans la vraie vie, un projet, c'est pas un conteneur, c'est pas un service. Vous avez un front, vous avez un back, vous avez une base de données et plein d'autres trucs, j'imagine. Donc, ça serait bien de pouvoir aussi travailler sur une application qui a plusieurs services qui tournent tous en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi fait en sorte que un projet Compose fonctionne avec des environnements. Du coup, je vais vous montrer, on a ici un exemple basé sur Compose, donc fait get started. Alors, je copie ça. Et toi, tu es plus malin que moi, tu le copies avant, quoi. Écoute, à force. Ok, je fais continue. Et donc là, pareil comme tout à l'heure, on va cloner le code dans un volume. Alors, pourquoi dans un volume? Je ne sais pas si tu l'as dit, Guillaume, tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas dit. Vas-y, précise-le. C'est tout simplement parce que certains ont sûrement vu que quand vous faites des partages de répertoire entre votre host et Docker, il y a des problèmes de performance. Et tous ces problèmes n'existent plus si le code il est aussi dans la VM de desktop. Et du coup, c'est pour ça on clone tout ça dans un volume. Comme ça, vous ne le perdez pas, même si le conteneur il s'en va. Et il n'y a pas de problème de performance. Alors, ça va être de moins en moins vrai. Je ne sais pas si vous avez entendu. On a dans la dernière version de desktop, si vous êtes sur le Mac, c'est quoi, Monterey, c'est ça? Ouais. Oui, si vous avez Monterey, vous pouvez activer un truc qui s'appelle VirtualOFS, qui vous donne des performances quasiment équivalentes des performances natives. Bref, j'ai beaucoup parlé. Tout ça, donc pendant ce temps-là, il a cloné. Il a vu que c'était un projet basé sur Compose, et donc là, on voit, c'est des logs de Compose. On a lancé votre stack Compose. Donc, je continue. Ce qui veut dire que là, avant de faire quoi que ce soit, si tu ouvres un navigateur, on a une appli qui tourne sur le port 8080. C'est ça, on a une appli qui tourne. Donc, si je me mets ici sur le... Je ne sais pas si c'est 80... C'est 8000 ? Ah, c'est 8080. Ah oui. Voilà, l'application. Elle est belle, elle est belle cette appli. Oui, c'est magnifique. Le code aussi. Donc, on a l'application, elle tourne, on vous l'a lancée pour vous. Elle a un back-end qui est écrit en Go. On a un proxy, c'est un Nginx qui écoute sur le port 8080 et puis après fait un proxy vers le back-end. Et la base de données qui contient, là, ce que vous voyez, les blog posts, 1, 2, 3, 4. Et donc, je veux bosser sur le back-end. Là, je ne sais pas si c'est passé trop rapidement ou pas, mais ce qu'on fait, on va arrêter le service dans votre stack Compose, le service du back-end, et on va injecter un autre conteneur qui sera, pour le coup, votre conteneur de développement. Et donc, si tout se passe bien, ça va être beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Pendant qu'il se lance, comme on a arrêté le conteneur avec l'application, là, si je reviens sur mon truc, eh ben, il n'y a plus personne derrière. Là, il n'y a que Nginx qui répond et il dit bad gateway parce que le backend ne tourne pas. Mais du coup, tout ce que ça veut dire, c'est que là, vous allez commencer à faire votre développement normal, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous faites quand vous bossez? Vous venez et vous lancez votre application, quoi. Donc, je vais faire un go run main.go.
Et hop, et ça y est, il écoute sur le port 8000. Et donc, si je reviens ici. C'est normal, c'est le proxy qui écoute sur Oui, le port 80. ouais. Donc, si je reviens, ça y est, mon application elle tourne. Alors, je vais quand même, Ouais, enfin là, je vais quand t'as même rien vous prouver modifié, moi je te crois pas, moi. que c'est vraiment lui qui répond. Alors, le code, il est. C'est un code, hein. C'est ici. Voilà, je vais juste rajouter quelque chose pour voir que. Donc là, si j'arrête et je relance mon application. Tac, tac, tac. Hop. Et là, vous voyez bien, j'ai mes changements. Et donc, j'ai mes changements. Donc, on a injecté le truc dans l'application. On parle toujours à la même base de données. On a toujours le même proxy. On a juste un des services sur lesquels nous, on travaille, que vous gérez maintenant à la main. Alors oui, tiens. Donc, juste pour vous montrer, si je fais Go version, donc là, c'est la version 1.16. Et donc, c'est pas du tout la version que j'ai moi sur ma machine, qui est à la 1.18, la dernière. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que on s'occupe pour vous, dans le cas de Compose, de démarrer votre stack déjà et de switcher en mode développement vos conteneurs, enfin vos services sur lesquels vous voulez développer, et tout en les réintégrant en fait dans votre stack existante. Voilà. C'est-à-dire qu'on la rebranche sur le même network. Donc, du coup, toute la partie DNS interne de Compose fonctionne. Vous pouvez rediscuter avec votre base de données, votre proxy peut vous retrouver et tout ça. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous montrer, Georges, ce que ça donne un peu dans GitHub, la config, par exemple, d'un projet Compose, là, comme ça? Oui, je peux. Alors je vais vous envoyer d'ailleurs aussi, tiens, je vous mets dans le chat le lien de l'application. Alors donc comment est-ce que DesktopSec c'est une application Compose? Et ben c'est parce que ici, je vais zoomer, on a un répertoire .docker et si vous allez dedans, vous allez voir il y a un docker compose.yaml et donc ça c'est le compose file qu'on utilise nous, pour lancer votre environnement de développement. Si on regarde un peu plus près, en fait, ce compose file, il a pas grand-chose de spécial, en fait. Donc, on a des services, on a notre back-end qu'on build depuis le back-end. On a la DB, qui est une MariaDB, parce qu'on est gentil avec les gens qui sont... Avec moi. Voilà, avec les gens qui sont avec moi. Je ne sais pas si MySQL, il a toujours pas de... Non, pas la dernière fois que j'ai regardé, ça doit dater d'il y a 2-3 semaines, donc okay, pas récemment. Ils sont en retard. Donc, ouais, on a Maria et effectivement notre proxy. Et on peut même, voilà, si vous voyez là, ici, partager des secrets, mais si vous voulez, ce que j'ai envie pourquoi je voulais le montrer, parce que c'est vraiment un compose file tout à fait normal. Il n'y a rien en plus qu'on a dû rajouter pour lui dire que c'est un environnement de développement. Alors, je vais vous montrer quand même. La petite subtilité, elle se trouve là, en effet, sur le target. Une petite subtilité, oui, c'est donc quand on a lancé la stack, tout tournait. Donc, il faut bien faire en sorte que quand vous faites un compose app, il y a toute la stack qui tourne. Donc, si je vais dans mon contexte backend ici, hop, et j'ouvre mon Dockerfile, j'ai le stage développement qui, lui, pour moi, fait le go run main.go. Donc, ce stage-là, ce n'est pas vraiment le stage de prod, comme ici, où vous allez prendre ce qui est buildé et lancer votre serveur. Ici, on va juste faire ce que vous faites dans votre terminal pour lancer une application. C'est la seule subtilité un peu. Ouais. À noter que si l'image de base là, pour le build avait été une Golang 1.18, on aurait une version 1.18 de Go disponible dans le conteneur de développement. Voyez. Donc là, c'est juste parce qu'on n'est pas à jour, qu'on n'a pas la dernière version de Go, par exemple, qui est disponible. Oui, c'est ça. Si vous avez envie, c'est public, vous pouvez ouvrir une paire. Tu t'occupes de la merger alors? Oui, pas de problème. Je voulais juste vous montrer aussi, c'est un peu n'importe quoi là ce qu'on fait, mais donc le premier exemple où c'est un simple environnement de développement, où vous avez besoin que d'un conteneur, on a un petit fichier config.json qui, dans notre cas ici, contient juste la propriété image. On lui dit, moi je veux que tu utilises cette image-là. En fait, on force l'image qui va être utilisée. Ouais.
Voilà, donc vous pouvez très bien mettre l'image que vous voulez, ou bien vous pouvez aussi dire ici Dockerfile, et après ici vous mettez un chemin vers votre Dockerfile par exemple. Et comme ça, si nous on voit ça, on va prendre le Dockerfile, on va builder l'image, et puis on va lancer votre environnement de développement à partir de cette image-là. Voilà, ça c'est deux petits trucs pour un peu faciliter la prise en main. On va sûrement, on va peut-être sûrement bien. Je vais en parler après. Je vais en parler après. Je vais en parler après. Très bien. Ok, d'accord. C'est tout, je crois. C'est tout. Je voulais quand même peut-être aussi montrer, parce que là, on vous a montré 2 fois, c'est des choses qui sont à partir d'environnements qui existent déjà, qui sont déjà préconfigurés, que ce soit pour le cas simple ou compose, parce que bon, il faut faire une démo, il faut que ça soit un peu pastille et tout. Marche, quoi. Que ça fonctionne, oui. Mais pour vous, si vous voulez tester, donc vous n'êtes pas obligé non plus d'aller faire le fichier config.json, puis pousser, puis créer un environnement, ou créer le Dockerfile, le compose file, et puis pousser et puis retester. Pour les cas de test, pour les gens qui veulent voir qu'est-ce que ça ferait pour leur application, on a mis un truc ici. Vous pouvez aussi créer à partir d'un fichier local. Et du coup, si vous faites ça, donc vous allez ouvrir, je ne sais pas moi, qu'est-ce que j'ai? Oh là là. T'as trop de trucs, mec. Ouais. Je cherche des mots. Si tu vois, tu me... Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible. Ah là, c'est un petit truc. Donc, vous pouvez juste lui donner un répertoire. Et là, vous allez pouvoir faire des changements sur votre host et tester, en fait. Créer, recréer votre environnement, et une fois qu'il est bien configuré, vous pouvez pousser et vos collègues pourront réutiliser cet environnement. Enfin bref. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser avec un répertoire local, en effet, sauf que c'est du bind mount, donc vous aurez les mêmes soucis que quand vous développez avec localement avec Docker, c'est-à-dire qu'il y aura la synchronisation entre le host et la VM qui, si vous faites du PHP ou du Node qui nécessite de la synchro de beaucoup de fichiers, va prendre plus de temps que sur d'autres environnements, quoi. Voilà, c'est assez, oui, voilà, c'est assez. On a trouvé pour configurer votre environnement, et une fois que c'est fait, vous pouvez pousser sur Git et puis après recréer. Recréer à partir de votre repo, ça ira beaucoup plus vite après à l'usage. Voilà. Bon, je vais l'arrêter parce que ça va. Ça marche. Voilà, alors, si je repartage mon écran, moi. Hop. Repartons à ce niveau-là. Donc, pour résumer, donc tout ce que vous avez vu là dans le MVP, ce qu'on vous a montré, c'est déjà disponible. Vous ouvrez votre Docker Desktop et vous l'avez. Je crois même, sans trop m'avancer, que même pour la version Docker Desktop pour Linux, c'est disponible. Donc vous pouvez jouer, quel que soit votre OS, du moment que vous avez Docker Desktop d'installer avec ces fonctionnalités-là. Pour le moment, on a le support de VS Code parce qu'on a, ça fait des années qu'on travaille avec les gens de chez Microsoft et du coup, l'intégration était assez facile avec eux. On peut partager sur le hub. Alors là, ce qu'on ne vous a pas montré, c'est que Georges, comme moi, on a des comptes forcément enterprise, on va dire, de business. Voilà, c'est ça. On a des comptes business de Docker pour Docker, quoi. Donc, du coup, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Actuellement, le partage d'une image est réservé aux comptes payants. Ça va changer dans peu de temps. C'est-à-dire qu'au moins le partage sur un repo public devrait être accessible à tous d'ici peu de temps. Donc voilà. Côté Compose et les IDE,
on sera GA lorsqu'on aura le support que nous, on estime correct de Compose. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez vu, on recrée un nouveau fichier Compose qui ressemble en vrai beaucoup à celui que vous avez déjà. L'idée, c'est d'utiliser la puissance de Compose pour éviter d'avoir à respécifier tout ça. Donc, sûrement de se débarrasser de ce répertoire .docker et d'utiliser tout simplement un nom de fichier qui serait, je ne sais pas, peut-être devenv-compose.yaml ou quelque chose comme ça, qui va vous permettre en fait de faire de la surcharge de votre compose file existant. Ce qui veut dire que quand on le démarrera en mode devenv, au lieu de le démarrer avec votre image que vous avez définie ou avec le build que vous faites actuellement, ça viendra utiliser cette surcharge définie dans le deuxième fichier YAML et ça vous permettra de ne pas avoir tout à réécrire déjà, de ne cibler que les services que vous voulez rendre éligibles à l'édition au travers d'un conteneur. Ça vous permettra également, surtout, de spécifier des ports bien particuliers pour le développement que vous n'aurez pas sur votre partie, que vous pouvez utiliser potentiellement en prod ou pour d'autres choses. Oui, et donc on va bénéficier de plein d'autres choses, sachant que commence à être abordé du côté. Alors, Compose s'appuie maintenant sur une spécification qui s'appelle la Compose Spec. Et du côté de la spécification, commence à être abordé le fait de rajouter une section dédiée aux environnements de développement. Donc, qui permettrait de définir ce qu'on appelle un watch mode. Donc, par exemple, avoir une recompilation automatique et un rebuild automatique de vos images lorsque des changements ont été détectés. Ce qui voudrait dire que vous n'auriez plus besoin forcément de refaire vous-même le build, d'éventuellement, pourquoi pas, rajouter ce qu'on appelle des life cycle hooks, c'est-à-dire être capable d'exécuter des actions à différents moments du cycle de vie de votre conteneur, avant sa création, juste après sa création, avant le démarrage ou l'exécution de sa commande principale, avant qu'il se stoppe, ce qui permet de venir enrichir le comportement de votre stack de développement éventuellement. Et en fait, du coup, vu tout ce que peut nous apporter Compose de par juste ce qu'il est capable de faire à l'heure actuelle sans aucune modification particulière, il devient extrêmement intéressant de l'utiliser directement, en fait, même pour même pour des environnements de développement simples qui n'auraient pas besoin d'une stack Compose parce qu'on peut faire plein de choses. Il y a plein de choses, enfin, tout bêtement, vous avez vu là, tout à l'heure qu'on a créé, ça arrivait dans un com, le code source arrivait dans un com .docker .devenvironment source ou quelque chose comme ça. Et là, avec Compose, sans rien faire de particulier, on peut déjà définir une workdir qui est différente et que le code source arrive à un autre endroit, quoi. Donc, ne serait-ce que ça. C'est des petites choses, mais l'outil Compose en lui-même et la spécification offre tellement déjà de possibilités de base que ce serait dommage de s'en passer. Donc voilà un peu les évolutions autour de Compose qui risquent d'arriver et des devenv, et en particulier ce qu'on va pouvoir en faire du côté des environnements. Georges, tu veux parler un peu des volumes? Bon, tu en as parlé. J'en ai parlé des volumes. On a parlé. Oui, après, il y avait les volumes, l'UI des volumes a été, on l'a faite justement en bossant sur les dev environnements parce que on clonait tout le code dans les volumes et puis moi j'avais envie d'avoir un moyen simple de voir qu'est-ce qui se passe dans mon volume sans devoir à chaque fois faire des Docker run en montant le volume et tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'UI des volumes. Voilà, c'est un side project de Georges. C'est ça, c'est un petit, un petit side project qui est devenu une vraie feature de Desktop. On a aussi fait un petit test pour voir comment est-ce qu'on pourrait aussi, parce que là, quand on partage un dev environnement, on prend le contenu du volume, on l'injecte dans le conteneur pour l'envoyer. Mais ce serait bien de pouvoir aussi partager un volume, par exemple, parce que vous avez une base de données qui a les données dans un volume. Pourquoi pas pouvoir pousser ça sur Docker Hub pour que vos
vos collaborateurs le pool et l'utilisent. Ça peut être aussi utile, par exemple, si vous faites des tests. J'espère que vous faites des tests. Comme ça, vous pouvez démarrer votre base de données avec toujours les mêmes données. Ça, c'est magique, ça. Oui. Il y a d'ailleurs si ça vous intéresse, il y a une issue sur dans la roadmap. Ouais. Je vais mettre le lien sur le chat. Une issue sur la roadmap, donc vous pouvez voter, vous pouvez créer des nouvelles issues si vous avez des choses que vous voulez que nous on fasse ou qu'on vous dise qu'on va pas le faire. Mais c'est ouvert à tous et toutes les idées sont bonnes, donc allez-y, n'ayez pas peur, mettez soit des pouces en haut, en bas ou des nouvelles issues. Vous expliquez votre cas d'usage et pourquoi ça vous intéresse. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Un dernier petit truc. On embauche beaucoup. Venez, on est bien. On est bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur le site de Docker, il y a tous les postes qui sont ouverts. On est en full remote. Voilà, on sait que vous êtes beaucoup indépendants, mais si jamais il y en a qui ont envie de changer de statut, c'est le bon point de chute. Voilà. Merci. Alors, il y a une question, Didier demande. Oui, on va prendre les questions là. Du coup, Didier demande, vous avez prévu de rendre gratuite l'UI des volumes. Je crois bien. Ah, elle est gratuite, l'UI des volumes. Elle est gratuite déjà, elle est déjà gratuite. L'UI, bien sûr. Non, mais parce que si tu voulais aller voir les données, je crois que c'était celui qui était. L'accès aux données est encore restreint. Oui, là c'est ça. Je crois qu'il y a. Je ne veux pas trop m'avancer, mais ouais, j'aurais tendance à dire que ça ne va pas rester restreint très longtemps, en fait. Oui. Voilà. Oui. D'ailleurs, vu que c'est l'équipe dans laquelle je bosse qui s'occupe de ça, je vais en retoucher 2 mots pour redire au fait, on en est où là-dessus. Donc oui, ça c'est quelque chose sur lequel on peut avoir la main. Mais on est dev comme vous, hein, donc on les utilise et c'est assez frustrant alors que ça existe de pas donner accès. Mais bon, vous savez, quand on cherche à monétiser, donc voilà. Donc, je pense que ça a été fait avant les changements de licence de Docker Desktop, ce choix, et ça n'a pas encore été retiré tout simplement. Alors, je vous invite aussi à télécharger la dernière version de Docker Desktop et de tester les extensions. C'est top. Magique. Je peux. Attends, je partage vite fait. Je pense qu'on a encore quelques minutes. Je montre juste vite fait. Vas-y, montre vite fait. Là, partage d'écran, l'écran numéro 1. Oui. Ouais. Et ça, n'hésitez pas à demander à Malte. On a des collègues qui seront capables de vous montrer comment est-ce que vous pouvez développer une extension pour Docker Desktop. Exactement. Donc ici, si vous téléchargez la dernière version de Desktop qui est la 4.8 quelque chose, vous pouvez cliquer ici sur Add extension et on a une marketplace avec différents partenaires qui ont créé des extensions. Donc il y a Téléprésence, il y a Trivi pour scanner vos images. On en a fait nous aussi. On a fait par exemple l'extension de Disk Usage, je vais vous montrer vite fait, je pense. Rancher qui a bossé avec nous, JFrog, Meshery, Octeto. On a une quinzaine, je crois, d'extensions déjà faites. Tailscale, elle est magique cette Tailscale, c'est super aussi. Sneak qui est un partenaire depuis, je crois, quasiment 2 ans. Il a fait aussi une extension pour vous, pour pouvoir utiliser et scanner vos images aussi. Et oui, le truc qui est vraiment bien, c'est aussi, on a release, comment on dit en français, release, on a publié, merci Guillaume, on a publié donc cette feature dans Desktop, mais aussi on a publié l'SDK, donc vous pouvez, pour vos besoins, créer des extensions. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Et, c'est surtout n'importe quoi. Voilà, surtout n'importe quoi. Donc là, vite fait, je vous montre l'extension pour le Disk Usage. Donc, c'est un truc qui vous montre, voilà, moi j'ai 1,2 Go de build cache, j'ai des volumes, j'en ai pas beaucoup, et j'ai 9 Go d'images. Et après, vous pouvez cliquer ici et dire, OK, vire-moi tout ça, s'il te plaît.
Et bon, je vais pas le faire parce que j'en ai On besoin. va rajouter un bouton All, hein, vous inquiétez pas. Ouais, j'ai vu passer le message ce matin. Donc, vous pouvez cliquer sur Delete et ça va effacer tous ceux dont vous avez besoin. Et il y a aussi, certains se demandaient sûrement, Ah oui. est-ce que Et évidemment, on peut faire tourner je crois Doom que dans ça, c'était la première extension. la première extension, je pense. Donc oui, Doom, Doom tourne dans Docker Desktop. Voilà. Et je crois. Comment je sais pas, moi. Je sais pas comment. Et si, mais pas pourquoi, mais non. Mais bien sûr que si, évidemment, Toto, la redoute. Comment ça, non? Voilà. Évidemment, il fallait qu'on le teste. C'était. Bon, c'était obligé. J'étais obligé. Je me suis dit un soir, est-ce que n'importe qui fait une plateforme qui peut tourner quelque chose va essayer de tourner Doom. Je crois qu'il y en a un qui a fait tourner Doom sur un test de grossesse ou un truc comme ça. Enfin bref, Doom, c'est obligatoire. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on vous abandonne à votre après-midi qu'on imagine bien chargé? Si vous avez des questions, on est encore là. Oui. En tout cas, merci d'être venu. Ouais. Merci à Malte de nous avoir accueillis et reçus. Ouais. Merci à tous. C'est bon, vous avez... Ah, j'ai vu une petite question passer de Didier, si vous voulez répondre. Est-ce qu'on a une grosse team FR sur la partie desktop? Ouais, on est pas mal. Ouais. Je crois qu'il y a une dizaine de gens qui bossent. Ouais, j'allais dire une quinzaine, entre 10 et 15. Ouais. Donc ouais. Ça change. En ce moment, oui, on embauche beaucoup, donc ça change. Ça change quasiment toutes les semaines. Ok, et écoutez, si vous n'avez plus de questions, merci beaucoup à tous d'avoir assisté à cette Malte Academy. Merci beaucoup à Guillaume et à Giorgio de l'avoir animé, c'était hyper intéressant, hyper complet. On a eu pas mal d'échanges, donc c'est cool. Et puis, si jamais vous voulez voir d'autres académies sur des sujets variés, n'hésitez pas à consulter notre site maltacademy.com, je viens de vous mettre le lien. Normalement, ouais, c'est bon. Et si vous souhaitez faire comme eux et animer une Malte Academy, n'hésitez pas à envoyer votre sujet en cliquant sur le bouton devenir speaker via ce même site. Et enfin, si vous n'avez pas vu le début de cette présentation ou si vous voulez revoir n'importe quelle de nos Malte Academy depuis le début, elles sont disponibles sur la page replay de notre site maltacademy.com. Voilà. Donc, sur ce, encore merci beaucoup à tous et j'espère à très bientôt pour une nouvelle Malte Academy. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.